Soyez les bienvenus sur France 3 Bretagne. Merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de HD, l'heure du débat, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire chaque samedi entre 11h et midi. Et pour cette première, c'est bien d'agriculture dont nous allons parler. Agriculture, quel avenir en Bretagne? Trois invités sont réunis sur ce plateau. Dominique Rollo, éleveur de vaches laitières dans le Morbihan, producteur bio, porte-parole de la Confédération paysanne de Bretagne. Alexandre Gohin, économiste, directeur de recherche à l'unité structure et marchés agricoles à l'INRA à Rennes. Et Didier Lucas, éleveur de porcs et président de la FDSEA des Côtes-d'Armor. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Avec nous aussi, et ce sera le cas chaque samedi, Loïc Schwartz, notre dessinateur au crayon bien trempé. Bonjour. Loïc. La Bretagne, première région agricole de France. Et voici quelques données, ce que représentent nos productions par rapport à la production nationale. La Bretagne, première région légumière, première région productrice de porc. Près de la moitié des œufs français y sont pondus. C'est aussi, vous le voyez, 22% du lait. L'agriculture représente 70 000 emplois. Conjugués aux emplois de l'agroalimentaire, l'agri-agro, c'est plus de 30% des emplois industriels bretons. Des données qui expliquent à elles seules tout l'enjeu de la crise agricole, d'où ce message de Laetitia dans le Morbihan. Si l'agriculture est menacée en Bretagne, alors l'économie bretonne est menacée et nos emplois aussi. Didier Lucas, le risque imminent dans les mois qui viennent, c'est véritablement une casse sociale de grande ampleur? Oui, c'est une casse sociale de grande ampleur puisque quand on regarde les chiffres des centres comptables qui gèrent à peu près l'ensemble des exploitations, disent que 40% des producteurs de porc, enfin 20% pourraient déposer le bilan très très rapidement. Et s'il n'y a pas de remontée de prix, d'ici l'été, ça peut être 40% des éleveurs qui se retrouvent en situation très très compliquée. Difficulté aussi pour les éleveurs de lait, Dominique? Évidemment, pour les producteurs de lait, ce sont surtout les jeunes qui ont, comment dirais-je, répondu à l'annonce de la filière lait avec la fin des quotas laitiers et où on leur a dit que le marché allait se libéraliser, qu'on allait produire tant qu'on voulait. Et donc ces jeunes-là ont beaucoup investi. Et aujourd'hui, avec le prix qui tombe, effectivement, ils ont des marges qui se resserrent de plus en plus et qui font qu'ils sont les plus fragiles parce qu'ils sont déjà très endettés. Donc, ce sont certainement les premiers à avoir les grandes difficultés. Et ce sont plutôt les petites, les grosses, les moyennes exploitations, Alexandre, qui sont impactées ou non? Bon, les chiffres de 2015 ne sont pas encore complètement sortis, mais jusqu'à présent, quand même, c'était plutôt les exploitations endettées et les jeunes qui souffraient le plus. Donc il faut quand même attendre les derniers chiffres, mais les chiffres déjà de 2014 montraient plutôt que les petites exploitations conventionnelles avaient un petit peu plus de mal que les exploitations d'un petit peu plus grande taille. Et donc comme le prix a baissé et qu'il s'applique à toutes les exploitations, forcément on va encore retrouver ça à l'issue de 2015 et pour 2016 aussi. La crise dans toute son ampleur, une association la constate chaque jour. C'est Solidarité Paysans, une association qui épaule les agriculteurs en difficulté. Écoutez sa responsable. Je pense qu'on peut dire que c'est une crise sans précédent dans le sens où elle touche quand même beaucoup de secteurs en même temps. On a eu des crises du lait, on a eu des crises du porc, des crises de l'œuf, mais qui, je veux dire, arrivaient peut-être l'une après l'autre. Là, cette crise touche l'ensemble de l'élevage et puis surtout, elle est longue et aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il y a des perspectives de redressement pour ces productions. C'est aussi ça qui en fait une crise sans précédent. Voilà, une crise longue, complexe, Alexandre, et aux causes multiples en fait. Tout à fait, il y a plusieurs causes pour les différentes filières. Et il y a des causes qui sont communes à ces différentes filières, donc lait et porc par exemple, c'est le fait que la demande, comme vous avez dit, elle est moins forte que ce qui est prévu, demande chinoise ou embargo russe, donc ça c'est commun aux deux filières. Et puis il y a des spécificités sur certaines filières, donc comme le lait, où c'est en même temps lié au fait qu'il y a la dérégulation, la suppression des quotas laitiers, qui fait que d'autres pays européens ont augmenté assez fortement leur production, qui contribue forcément à faire baisser les prix. La crise agricole et donc cette question, quel avenir? Question que se posent bien sûr ceux et celles qui sont en première ligne. Sylvain Saliou et Jean-Michel Piron sont allés à la rencontre de producteurs de lait sur l'exploitation d'une famille qui se trouve à Mort-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Reportage. Allez ma belle. Isabelle vient de s'installer. C'était en novembre dernier, la crise était déjà là.
Elle travaille avec ses parents et son frère. Ils font du lait et de la viande, 400 bêtes à soigner. Une belle exploitation pour la région. On a été baignés dedans parce que nos parents, voilà, ils faisaient comme ils pouvaient. Donc je pense qu'on a pris le virus, quoi. Hein. Voilà. Une vie de sacrifice de plus en plus difficile à supporter. Chacun travaille 70 heures par semaine. On sourit aux gens pour dire ça va bien, mais au fond de nous, on ne sourit pas. Le matin, on se lève, on n'a pas le moral. On va au boulot, tête baissée, on tape dans le boulot, mais on n'a pas le moral. Mais on a des bêtes qui sont là, qui nous attendent, il faut traire, il faut soigner, on vit mal, c'est tout. Le fils s'est installé en 2009, c'était déjà la crise. Il n'a jamais baissé les bras et y croit encore. Ah oui, c'est une passion. Hein. Le problème, c'est qu'on pourrait perdre courage à force d'avoir des revenus qui baissent sans cesse. Pour le moment, l'exploitation tient le coup. Parce que depuis quelques mois, les parents ne se prennent plus de salaire, ils le laissent aux enfants. Parce que chaque dépense est étudiée. Les travaux sur ce bâtiment ont été stoppés. Pas question de trop s'endetter. Il faut payer en priorité l'aliment et les soins aux animaux. Pour augmenter le cheptel de ses parents, Isabelle a racheté une ferme. Son prêt est de 800 € par mois. Il me reste 700 € du coup pour vivre moi aujourd'hui. Vous savez pas combien vous serez payé le mois prochain, quoi? Non, voilà, on n'en sait rien. Je pense qu'il y a moyen d'en tirer un salaire, quoi. C'est quand même pas juste, quoi. Je sais qu'il y a un souci au niveau de Bruxelles. Et il faut qu'ils remontent ces infos-là. Il faut qu'il y ait des échanges entre tous les pays au niveau de l'Europe, qu'on soit à même hauteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Emmanuel et Isabelle refont souvent le monde avec leurs collègues du canton. Ils se posent tellement de questions sur la grande distribution et ont si peu de réponses sur ce système qu'ils remettent en cause aujourd'hui. On a été obligé d'investir pour s'installer, pour les normes, parce que les normes environnementales qui nous plombent aussi, quoi. Le problème il est là, et puis on a des structures aujourd'hui, on est en veille de boulot. Oui, clair, parce que pour compenser le prix, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire plus. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, on sature au niveau boulot. On sature, voilà. J'espère que nos pontifs écouteront ce que j'ai à dire. Qu'ils se réveillent. Parce qu'aujourd'hui, de l'agriculture, on en a besoin. On a des bons produits. On met toutes nos tripes dans notre boulot. On va tenir, parce qu'on est des Bretons, on est des battants. On ne cessera pas faire. Ces jeunes espèrent encore être là dans 2 ans, dans 5 ans. Mais ils ne se sentent plus maîtres de leur avenir. Et seuls, ils ne pourront pas sortir de cette crise. Et au travers de ce témoignage, on sent toutes les difficultés financières, morales. Et puis il y a vraiment ce sentiment d'abandon, Alexandre. Comment vous l'analysez ? Oui, bon, là c'était un reportage sur une exploitation laitière. C'est vrai que c'est relativement nouveau, même si vous avez mis dans un précédent reportage qu'en 2009, il y avait déjà eu une crise. Mais relativement à la filière porcine, c'est vrai que la filière laitière est moins habituée au soubresaut des prix. Parce qu'il faut quand même reconnaître que l'intensité de la crise dans la filière laitière est quand même un petit peu différente de l'intensité dans la filière porcine. C'est-à-dire qu'en 2013 et surtout 2014, bon, les prix du lait étaient quand même plutôt favorables. Donc c'est le retournement en 2015 qui fait que les perspectives initiales ne se réalisent pas et qu'on tombe forcément dans cette difficulté. Et il y a aussi cette même détresse que l'on entend dans les manifestations des éleveurs de porc. Oui, parce que la détresse est telle parce qu'on n'a pas de perspective. Si encore c'était une période où on nous disait qu'on allait retrouver du prix et qu'on allait repartir, donc on peut patienter un petit peu. Mais aujourd'hui, la crise de surproduction européenne, pas française, hein, c'est européenne. On parlera de l'Europe tout à l'heure. Plutôt dans beaucoup de productions, notamment en porc, ça a baissé depuis 2008. La production diminue en France et augmente dans les autres pays d'Europe. C'est ça qui est important à bien faire comprendre. Même en lait, la surproduction française, c'est pas une surproduction. Ça pèse à peu près le quota laitier français, quand les autres pays auparavant ont augmenté énormément, notamment en Irlande. Donc c'est ça qui pèse sur le prix aujourd'hui. On parlera de l'Europe tout à l'heure, mais ces réactions à ces témoignages dont je vous fais part tout de suite. Mathilde du Finistère qui nous dit « Il faut s'endetter pour rester aux normes, les agriculteurs ne s'en sortent pas de toutes ces charges ». Et puis il y a Marie-France de Plourin. « J'ai vu des grosses fermes bouffer les petites, les banques pousser à faire plus pour vendre plus ». Il y a eu une spirale de l'endettement ?
Il y a une spirale de l'endettement due aux normes environnementales qui nous ont été imposées, un peu plus que d'autres pays européens. D'autre part, je pense que la taille des exploitations, on a les plus petites d'Europe. On a attendu, je pense qu'aujourd'hui, les exploitations se mettent, c'est la pression économique qui fait qu'il y a des regroupements d'exploitations et aussi en conditions de travail, parce que une grande exploitation, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le regroupement de plusieurs petites exploitations ou avec les mêmes capitaux familiaux, ou est-ce que c'est une seule exploitation avec des capitaux extérieurs ? Pour nous, ce n'est pas le regroupement des exploitations qui fait une grosse exploitation, c'est surtout quand le capital de ces exploitations part vers des gros financiers. Votre regard, Dominique Rolland? Je crois que, en ce qui concerne la production laitière, on a tellement envoyé des messages ces 2 dernières années avec la fin des quotas. Et notamment, la profession agricole a quand même envoyé des messages en disant « enfin, nous allons être libres de produire ce que l'on veut ». Ce qui fait que tout le monde a voulu répondre à ça, et notamment les jeunes, comme je disais tout à l'heure. Et donc ça a généré une surproduction très rapide, qui fait qu'on est en surproduction européenne. Et on n'a pas fait attention suffisamment à la façon dont on produisait au niveau des investissements qui sont faits. Parce que quand on regarde les résultats dans les fermes, ce n'est pas la taille qui fait le revenu, c'est la façon dont on produit du lait. On sait qui c'est une entité, c'est les chambres, les conseillers des chambres, les banquiers. Il y a un système peut-être d'encouragement. Nous, à la Confédération paysanne, on n'a pas cessé de dire que les quotas, ils n'étaient pas parfaits, mais que la régulation de la production, elle était nécessaire. C'est ce qu'on entend aujourd'hui maintenant par tout le monde. Mais on a eu des messages quand même qui ont été... la FNSEA, au niveau européen, a voulu l'arrêt des quotas. D'accord ? Dans les messages, dans la profession agricole et l'industrie laitière, on voyait des messages comme quoi on allait avoir des marchés à l'export chinois ou indien, qu'il fallait aller s'habituer à la volatilité des prix. Et en fin de compte, ces marchés-là, ils n'existaient pas. Didier ? Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas la FNSEA qui a demandé l'arrêt des quotas. C'est la FNSEA a parlé de distorsion de concurrence entre nous, puisque d'autres pays produisaient déjà plus que leurs quotas et qu'on ne pouvait pas rester derrière sans avoir certaines exploitations, pouvaient produire un petit peu plus et améliorer leur compétitivité. Donc c'était surtout la différence entre les pays d'Europe que condamnait la FNSEA. Ce n'est pas d'arrêter les quotas qu'on ne demandait pas particulièrement, mais c'est une chose qu'on ne peut pas continuer avec d'autres pays d'Europe qui continuent à progresser dans leur production et que la France reste complètement en arrière. On va continuer à parler Europe, mais d'abord, on va revoir l'une des actions récentes d'agriculteurs à Rennes. Confrontation d'ailleurs musclée avec les forces de l'ordre. Un SOS d'agriculteurs qui s'est largement exprimé aussi cette semaine au Salon de l'agriculture, porte de Versailles. C'est ce que l'on voit de ce pas avec Maxime Guignard et sa chronique de l'actu. Maxime, la communication du Salon de l'agriculture nous annonçait la fête et son invité vedette, la vache cerise, mais évidemment, tout cela a été occulté par la crise. Et oui, Stéphanie, la plus grande ferme de France s'est finalement transformée en un bourbier politique cette année. Et dans le rôle des snipers, les agriculteurs qui en ont plein les bottes, c'est l'un de leurs slogans d'ailleurs, plein les bottes depuis des semaines. Et jamais cette vitrine de la France agricole idéale n'a été aussi loin du bonheur et dans le pré. On n'a rien à foutre de nous! On peut crever! On se démène 80 heures dans la semaine, on compte pas nos heures, 24/24, 7 jours sur 7. On est engagé à la banque, on ne peut pas d'un jour à l'autre fermer la porte et dire on s'en va, c'est pas possible. Du prix, c'est juste ce qu'il nous faut. Nous, on s'en fout d'avoir des aides et des aides. On n'est pas là pour vivre que des aides. Si on n'a pas de prix, on vivra plus, puis c'est tout, on arrêtera. On virera les vaches et puis qu'est-ce qu'on prend si on arrive à travailler un jour ailleurs pour rembourser la banque, ce sera bien. Sinon, je sais pas, je pense que la solution sera peut-être pour beaucoup la corde. On a bien entendu la corde et de la détresse à la colère. Il n'y a qu'un pas qui a donc été franchi. Les exploitants sur la paille ont lâché les chevaux, comme on dit, ça donne ces images. Un président qui n'emmène pas large, des éleveurs qui invectivent, le stand du ministère de l'Agriculture cassé. Des affrontements avec les forces de l'ordre. Xavier Belin, le président de la FNSEA, n'a pas condamné les actes, mais s'est en tout cas excusé pour les insultes.
je présente des excuses au nom justement des noms qui ont été prononcés à l'égard du président. Alors j'ai rappelé hier que la fonction présidentielle nécessitait un minimum de respect. Donc de ce point de vue-là, tous les noms qui ont pu être lancés à l'égard du président... Les noms, c'était Bonarien, oui, Fumier, écoutez, Connard. Est-ce qu'on matin. traite comme ça le président de la République? Ça n'est pas respectable, ni d'ailleurs pour la fonction, ni pour la personne. Voilà pourquoi le syndicat majoritaire a repris la main, comme on pourrait dire, avec une action plus traditionnelle. Sur l'air de les industriels roulent dans la farine les éleveurs. Petit happening sur le site de la marque Charal du groupe Bigard, notamment installé en Bretagne. Quand un consommateur dépense 100 € dans son panier de la ménagère, il n'y a que 8 € qui reviennent au producteur. 8 € qui correspondent au coût du produit. Médiatiquement percutant ce salon 2016 et on peut dire complètement inédit. Les politiques de la majorité ont dégusté, mais pas vraiment les spécialités régionales, si vous voyez ce que je veux dire. Quant à ceux de l'opposition, eh bien, ils ont semé pour 2017. Pourquoi vous nous laissez tomber comme ça? On ne laisse pas tomber, sinon on ne serait pas là. Mais attendez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut absolument que le prix remonte. C'est simple, c'est ce qu'il faut. Il faut changer de président. Si on vient pas, on est des trouillards. Si on vient se pavaner. Non, on vient d'abord. Dans tous les cas, soit vous êtes des trouillards, soit vous êtes des voilà, donc vous avez le Premier ministre en face de vous. Donc on juge sur les résultats, il n'y a pas de résultats. Moi, je viens pour exprimer d'abord mon soutien inconditionnel aux éleveurs et pour lancer la guerre contre Bruxelles. Voilà. Il faut maintenant se battre pour notre agriculture, pas seulement parler, se battre. Quant au commissaire européen à l'agriculture, il n'est même pas descendu dans les allées du salon. On peut donc dire que le champ du politique n'aura pas été des plus fertiles pour cette édition 2016. Merci Maxime. Et il y en a un qui a carrément boycotté le salon d'agriculture pour venir en Bretagne avant-hier, en Ille-et-Vilaine, à Montreuil-le-Gast. C'est Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon sur une exploitation et crèmerie bio, prenant par l'exemple des vaches qui mangent de l'herbe, taclant Xavier Belin, le patron de la FNSEA, et déclarant il faut une révolution des méthodes agricoles. Votre réaction, Didier Lucas? Il faut une révolution des pratiques agricoles? On peut révolutionner toute l'agriculture que l'on veut. On fait déjà des produits de qualité qui répondent aux normes européennes, voire au-delà. Si nous sommes concurrencés par d'autres pays qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous, on pourra faire toute la qualité qu'on veut. Si le client ne veut pas en payer le prix, nous ne serons pas mieux placés. Ce qui est important, c'est qu'on soit, et c'est ce qu'on défend depuis un moment, c'est que les agriculteurs soient en équité dans l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y ait un SMIC pour tout le monde, que la TVA soit à peu près identique pour tous les entrepreneurs en Europe, et aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Tous ces contraintes et ces différences que l'on a, et distorsions que l'on a entre les pays, font que l'agriculture française perd de la compétitivité et perd de l'avance qu'elle avait avant. On va voir un dessin à ce propos que Loïc Schwartz nous a concocté sur la venue de Mélenchon. Voilà, des vaches qui mangent de l'herbe, ça c'est révolutionnaire. Votre réaction, Dominique Rollo? Alors des vaches qui mangent de l'herbe, non, c'est pas révolutionnaire, parce que ça se fait quand même couramment en Bretagne. Mais, heureusement. Et heureusement, puisque c'est effectivement une des forces aussi de la Bretagne. Ce serait bien effectivement de regarder ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, les fermes qui sont résistantes par rapport aux crises et qui pas spécialement une question de volume, mais qui est une question de valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, on a deux manières de la faire, soit par l'autonomie et l'économie qu'on peut faire sur les fermes, tant au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau des financements, de l'indépendance qu'on peut avoir aussi vis-à-vis des fournisseurs. Et l'autre façon de faire la valeur ajoutée, c'est par les prix. Et pour ce qui est des prix, donc on a parlé de la régulation sur le lait, mais sur le cochon, je pense qu'il y a quand même une certaine évolution de la façon dont la filière porcine doit évoluer, à savoir que quand on produit 60% du cochon français en Bretagne, et quand on regarde ce qui se passe dans les salaisonneries, il n'y a que 34% qui est vraiment fini en Bretagne. Donc je pense qu'il y a une certaine montée en gamme, une certaine, valeur ajoutée encore apportée aux produits qui permettrait de faire en sorte que les cochons ne partent pas ailleurs en Europe pour se faire transformer, mais qu'ils restent transformés ici, surtout qu'en Bretagne, on a les outils pour le faire. Alexandre Gouin, je veux quand même vous faire réagir sur ce modèle agricole productiviste qui serait à bout de souffle, dénoncé par Mélenchon, mais pas seulement.
Oui, bon, en même temps, dès qu'il y a une crise, on dit c'est à bout de souffle, etc. Alors qu'il y a 2 ans, dans le lait, on disait il y a des perspectives favorables, investissez, il y a des jeunes qui ont investi, et à ce moment-là, personne ne les a... Enfin, quelques-uns évidemment comme vous, mais d'autres disaient, des coopératives, des industriels laitiers disaient, bon, il y a un marché mondial potentiel, vous êtes compétitifs, vous savez faire du lait, pourquoi vous n'y iriez pas? Donc, faut faire attention aussi à ces phénomènes conjoncturels. Donc, moi, je ne serais pas aussi catégorique. Après, les politiques français, vous citez M. Mélenchon, il faut reconnaître que, quelque part, on a laissé le pouvoir à Bruxelles pour tout ce qui est les marchés. La France, les politiques françaises, qu'ils soient régionaux ou nationaux, les décideurs publics, eux, ils peuvent essentiellement jouer sur les capacités de produire et les charges des producteurs. Et il faut quand même reconnaître que depuis, il y a eu quand même des annonces, bon, il faut qu'elles se mettent en œuvre, mais il y a des annonces qui tendent à nous ramener vers la moyenne européenne. Mais on va regarder les images. Les images que vous connaissez tous, 2 fermes extrêmement grandes, taille XXL en Pologne, 1000 vaches laitières. On est clairement dans une logique de volume avec des salariés qui sont payés 3 fois moins qu'en Bretagne. Des élevages de 1000 vaches, c'est courant aussi en Allemagne, comme les immenses élevages de porcs en Allemagne ou en Espagne. Dans ce contexte, Didier Lucas, que peut faire l'Europe véritablement ? Mais c'est pas la taille qui fait vraiment les... Vous en attendez quoi? Comment? Vous en attendez quoi de l'Europe? Ce que j'attends de l'Europe, c'est qu'on harmonise surtout les contraintes, tout ce qui est fiscal, social et environnemental, pour qu'on soit sur le même pied d'égalité. Après, la taille... D'ici à ce que ça se fasse, dit Lucas, ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'on a demandé aujourd'hui, on a quelques revendications depuis plus d'1 an et demi, notamment sur le manger français, et que l'on consomme plus français sur notre territoire, parce que 80% de nos produits sont quand même consommés en France, et aujourd'hui, avec des contraintes complètement différentes des autres pays, et on voudrait que le consommateur français puisse choisir l'origine des viandes dans ses produits et l'origine des produits laitiers. Mais ça, c'est important. Daniel de Plouvien, et lui, il est inquiet pour ses agriculteurs. Il écrit ceci, notamment: la mondialisation va les tuer comme on a tué notre sidérurgie. Qu'est-ce que vous dites? Alors, je pense qu'on n'est pas dans le même contexte que la sidérurgie, parce qu'il y a des savoir-faire en Bretagne, il y a une activité qui se fait. Je crois que demain, si on essayait de voir l'agriculture d'une autre manière et de mettre en avant le nombre d'éleveurs. Regardez les éleveurs plutôt que sauver. On parle toujours de sauver la production, de sauver l'agriculture, mais on ne parle jamais de sauver les producteurs. Et si demain, on mettait ça en avant, je pense qu'on essaierait de faire plus de valeur ajoutée. Comme je disais tout à l'heure. Ça, j'entends bien, mais on parle aussi de spirale de mondialisation. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'agriculture bretonne, là, doit revoir finalement ses stratégies, notamment sur ce qu'elle a proposé aussi à l'export, Alexandre? Spirale de mondialisation, oui, en quelque sorte, parce que quelque part, on importe de plus en plus, par exemple, de poulet. Mais ce qu'il faut bien voir, par exemple, dans la filière porcine, c'est que globalement, nos producteurs sont quand même assez techniques. Ils ont des coûts de production qui ressemblent aux concurrents européens. Et c'est surtout, en fait, le constat est quand même assez partagé, c'est surtout au niveau de la transformation. Et là, c'est lié à des distorsions sociales. Et le coût du travail total, je ne dis pas le coût du salarié, mais le coût du travail total est quand même largement supérieur chez nous qu'ailleurs. Et en plus, dès qu'on veut construire une usine, tout le monde s'y oppose. Donc c'est forcément assez difficile de concurrencer, de créer de la valeur ajoutée. Tout le monde voudrait faire des produits de qualité, etc. Mais pour faire des produits de qualité, etc., il faut quand même de la main-d'œuvre. Et notre main-d'œuvre chez nous, elle est un petit peu plus chère que dans d'autres pays. Bon, ce serait bien que dans les autres pays, elle augmente, mais on ne commande pas chez les autres. Il y a quelques jours, Stéphane Le Foll était à Rennes avec le président de la région Bretagne. La région Bretagne a annoncé 300 millions supplémentaires pour soutenir notamment la modernisation des élevages de porcs. Ce coup de pouce, Didier Lucas, il était véritablement impératif. Il y a beaucoup de fermes en Bretagne qui ont des outils vieillissants. Oui, il y a beaucoup. Le parc moyen de bâtiments est plus de 30 ans d'âge, en production porcine notamment. Il est vraiment temps d'améliorer encore ces bâtiments. Mais toutes ces mesures que l'on a obtenues depuis quelque temps, il y a 10 ans qu'on aurait dû avoir ça. Parce que si on veut une mutation, notamment de l'agriculture en Bretagne, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle se fasse dans le respect des hommes. Et aujourd'hui, elle ne se le fait pas comme ça. Elle se fait dans... C'est sauvage. Et on a vu la détresse qu'il y a chez les gens parce que c'est soudain.
ça dure depuis longtemps. Enfin, Soudain est dur. Et donc, notamment pour les producteurs de lait, pour les producteurs de porc, c'est depuis longtemps que cette crise est latente. On est à bout de souffle. Et ce souffle-là, les mesures qu'on a eues dernièrement, si on les avait eues 10 ans plus tôt, je pense qu'aujourd'hui, on serait dans une situation un peu différente. Pourquoi ils ne sont pas arrivés il y a 10 ans ? Parce que les politiques n'entendaient pas notre discours. Votre réaction, Dominique Rollon ? Alors, pas que les politiques. Je pense que, pour revenir d'abord sur le plan qui a été lancé par le FOL et le Drian, c'était un plan d'avenir pour la filière porcine. On pourrait le caricaturer en plan social pour certains. Parce que moderniser les bâtiments, c'est vrai, comme dit Didier Lucas, il y a des bâtiments qu'il faut moderniser. Mais il n'empêche que ceux qui vont pouvoir moderniser leurs bâtiments demain, ce sont ceux qui ont du revenu. Ce sont ceux qui vont pouvoir investir. C'est-à-dire que quelque part, on ne se soucie pas de ceux qui n'ont pas de revenus aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quelque part, on les a déjà mis de côté. D'accord ? Et puis ensuite, à côté, on a demandé à ce que les groupements de producteurs se rapprochent les uns des autres. Et ça fait 15 ans qu'il y a des rapports qui ont été sortis depuis Glavany, qui était ministre de l'Agriculture dans les années 2000. Il y avait déjà un sur la charte d'agriculture pérenne en Bretagne qui avait été sorti là-dessus, où on demandait à ce qu'ils se rapprochent. Et ils n'ont jamais arrêté de se tirer la bourre entre eux, à savoir de plutôt prendre un adhérent de chez l'un et chez l'autre, etc. Donc aujourd'hui, s'ils veulent se rapprocher, c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'ils se rapprochent uniquement pour faire bloc, pour avoir une force plus importante pour aller vendre du cochon standard, pour se rivaliser avec les autres bassins européens. Mais s'ils doivent se rapprocher, c'est plutôt pour faire demain, mettre le meilleur qu'ils ont de chez chacun dans la valorisation de leurs produits par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour augmenter le niveau de valeur ajoutée que l'on peut faire avec le cochon en Bretagne. Pour être fort à l'export, il faut aussi des filières qui vont bien, qui se serrent les coudes, solidaires. Le gouvernement a d'ailleurs demandé aux distributeurs, aux transformateurs de voir un petit peu le cours des choses sur la fixation des prix. La grande distribution a accusé de tirer les prix vers le bas. C'est quand même une négociation dans un contexte d'urgence et complètement au forceps qu'on est. Comment on en est arrivé là, Alexandre ? C'est un peu lié à la mondialisation, encore une fois. À partir du moment que les distributeurs qui font leur boulot, c'est-à-dire essayer d'acheter pas cher, de revendre plus cher par rapport à son voisin, de telle sorte à faire une marge et maintenir ses magasins, si jamais il a un peu de produits transformés du porc à moins cher qui viennent d'ailleurs, il l'achète. C'est comme ça. Et là, aujourd'hui, vous avez par exemple un distributeur qui lance des contrats. Mais c'est pas encore très clair exactement ce qu'il va proposer comme contrat. Il y a des premiers signes, mais il se dit 3 mois après, on va réviser, etc. Donc on voit bien que la distribution rentre un peu dans le jeu, mais peut-être pour mieux, par derrière, encore avoir des profits supérieurs. Les contrats dont vous parlez, vous faites l'enchaînement, ça tombe bien, c'est Intermarché et son pôle des agro-mousquetaires. Ils proposent donc des contrats qui garantiraient, sécuriseraient le prix d'achat des éleveurs. On écoute le vice-président d'agro-mousquetaires. On s'engage sur un prix pivot, ce qu'on appelle un prix pivot qui sera le prix de base. On s'engage sur un prix minimum et on s'engage à libérer le plafond, c'est-à-dire le jour où le porc remonte à des prix, je dirais, plus hauts, on paiera aux éleveurs le prix le plus haut à l'époque. Didier, je me tourne vers vous. Ces contrats, vous dites quoi ? Vous dites faut voir ? Non, faut pas faut voir. C'est une aberration. Oui, c'est une aberration puisque c'est pas ça qu'on a demandé. Il y a un prix de revient moyen. Il y a des agriculteurs qui vont là dire oui, qui vont signer et peut-être que certains peuvent signer à ce niveau-là, mais il faut savoir que ce contrat est signé quand même en dessous du prix de revient. C'est-à-dire que ça n'assure pas un revenu décent aux agriculteurs, un agriculteur moyen, un coût de revient moyen. Donc je ne peux pas accepter et je trouve pas normal ni logique que des entreprises comme ça puissent s'approvisionner chez des gens qui ont capacité à pouvoir produire peut-être un tout petit peu moins cher parce qu'ils sont plus vieux dans la production, ils ont des coûts qui sont moins élevés. Et comment fait un jeune aujourd'hui pour s'installer avec, s'il n'a pas un coût de revient, si on ne paye pas au-dessus du coût de revient? Ça, c'est complètement illogique. On sait aussi que Carrefour fonctionne en train de faire des contrats aussi avec certaines entreprises comme Cooperl. Ça représente que 300 000 porcs sur 6 millions de porcs que fait la Cooperl. C'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. C'est pas de ça qu'on a besoin. Nous, ce qu'on avait demandé, une contractualisation, ça peut se faire au moins au coût de revient moyen, avec
une majorité de cochons parce que il faut que l'ensemble des cochons puissent retrouver de la rentabilité. C'est le principal. Demain, c'est d'avoir de la rentabilité. Mais décontractualisation qui ne représente que 300 000 porcs sur 6 millions de porcs d'une entreprise, ce n'est pas acceptable. Dominique Rollo, votre avis sur ces contrats censés sécuriser? C'est des contrats qui peuvent sécuriser, mais effectivement, il ne faut pas que ce soit des contrats qui soient à la marge des approvisionnements de la société. Et après, il ne faut pas que ce soit des contrats de commerce, ils doivent être gagnant-gagnant. Donc il faut qu'ils soient gagnants. C'est ce qu'ils disent, là, ça devrait être un contrat gagnant-gagnant. Mais oui, mais sauf que dans la réalité, si c'est pour acheter au-dessous du prix de revient, effectivement, ça ne va pas pouvoir se faire. Donc il faut effectivement qu'il y ait une visibilité qui soit au départ correct sur le prix qui va être acheté, parce que autrement, effectivement, ça pourrait être très alléchant sur la durée, puisqu'effectivement, il y a une notion de durée, donc une notion de stabilité pour l'éleveur. Sauf que si au départ, c'est mal engagé, que le prix de revient n'est pas suffisant pour que la personne s'engage, et que si c'est fait uniquement sur une partie de leurs produits, c'est plutôt une tête de gondole plutôt qu'une révolution chez Intermarché. J'aimerais que nous parlions, vous y avez fait allusion tout à l'heure dans l'émission, et la demande est forte, celle d'une viande française estampillée sur les emballages et sur les emballages des produits transformés. Stéphane Le Foll a demandé à Bruxelles que la France mène cet étiquetage. Et pour Damien, eh bien, le consommateur doit connaître l'origine du produit et le choix ou pas de consommer français. Didier, Lucas, pourquoi cet étiquetage, il est important? Pour nous, il est important parce que les consommateurs doivent savoir d'où vient la matière première des plats transformés, parce qu'on l'avait sur la production de viande fraîche, notamment en porc, mais il y a aussi besoin sur le lait, sur les produits transformés en lait, sur la viande porcine, sur l'ensemble de la viande de bœuf. On a besoin de ça pour que le consommateur puisse choisir. Derrière ça, si l'ensemble de l'opinion publique française veut conserver son agriculture, elle sait qu'elle doit acheter français. Donc c'est un appel au patriotisme des Français, des Bretons. Voilà, tout à fait. C'est un appel de l'ensemble des Français parce que si on veut garder notre agriculture, et on sait que dans l'opinion publique, la majorité des gens veulent conserver leur agriculture et l'indépendance alimentaire de la France, demain, elle ne passera que si le consommateur est conscient qu'il faut acheter français, un produit de qualité, normé, tracé. Ça, c'est des choses importantes que l'on n'a pas dans d'autres pays d'Europe. Un étiquetage que demande aussi le collectif Sauvons l'élevage français, les bonnets roses, qui entendent se démarquer de toute obédience syndicale. Est-ce que vous partagez aussi ce souhait, Dominique? Alors, pour ce qui est de l'étiquetage, tout ce qui va vers plus de transparence, effectivement, on ne peut être que d'accord. Par contre, il faut faire attention à l'effet boomerang. Ce que je disais tout à l'heure, la France produit beaucoup de volume, mais en valeur, elle est déficitaire. Donc il faudrait faire, si je prends l'exemple très simple, on achète un saucisson fabriqué en Italie, peut-être que ce sera la viande qui sera arrivée de Bretagne. Donc il va falloir plutôt aller sur de la valorisation de ce que l'on fait ici, plutôt que de faire en sorte qu'on va étiqueter. Mais si on étiquette et qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, que ce qui est produit ici, en fin de compte, est transformé ailleurs, on peut avoir un effet boomerang qui ne sera pas favorable. Votre regard, Alexandre, sur ce patriotisme? Je partage assez. Je comprends la demande des agriculteurs de l'étiquetage, mais est-ce que ça va avoir un effet peut-être à court terme, mais à long terme, je doute un tout petit peu. Pourquoi? Parce que, par exemple, deux choses, c'est que, d'une part, par exemple, les Français mangent beaucoup de jambon et un cochon n'a que 2 jambons. Et le reste du cochon n'est pas complètement mangé. Donc, on ne va pas faire des cochons qu'avec des jambons, quoi. Donc, il y a une partie qui peut être importée d'ailleurs. C'est ce que dit forcément l'industrie de la charcuterie. Et l'autre point, quand même, c'est que les agriculteurs, bon, ils sont tous respectables, mais tous n'achètent pas non plus français. Donc les consommateurs, qu'on leur dit forcément mangez-moi ma viande, il va dire oui, mais forcément achetez-moi ma voiture, quoi, quelque part. Donc est-ce qu'eux aussi ont exactement le même comportement? Donc là, ça va renvoyer aux services qu'on appelle environnementaux non marchands qui sont créés par les agriculteurs. Alors, et sur ce, il y a du débat. Didier, votre réponse rapidement? Il y a une deuxième chose, c'est que tous les autres pays d'Europe protègent leur marché. Et alors si tout le monde se met à protéger chez soi, on n'est pas rendu. Enfin, oui, mais enfin, en même temps, du coup, sauf qu'en France, on produit à peu près, notamment en porc, on est à juste 100% d'autosuffisance. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les Espagnols qui sont passés, quand la France faisait 25 millions de porcs, l'Allemagne 25 millions de porcs et la France 25 millions de porcs, aujourd'hui l'Allemagne produit 45 millions de porcs, l'Espagne 48 millions de porcs et la France
21 à 22 millions. On a perdu 3 millions de cochons depuis depuis quelques années. Donc on sait bien qu'aujourd'hui, c'est les produits exportateurs, enfin les pays exportateurs, c'est l'Espagne, l'Allemagne, qui viennent concurrencer avec leur surproduction nos produits français. Et demain, c'est vrai qu'on peut retrouver un saucisson aussi français, enfin qui sera fait en Bretagne avec de la viande de porc espagnole. Donc pour nous, il est important que dire il y a un savoir-faire français. On ne peut pas non plus accepter que le bon Paris soit fait avec du jambon espagnol ou du jambon allemand. Donc estampillons le bon français. On va voir en tout cas au travers du reportage qui suit que quand on parle de filière, de valorisation, l'équilibre il est fragile à l'instar de ce qui se passe pour le label Bleu Blanc Cœur. Il y a 12 ans, plusieurs acteurs se sont rassemblés pour lancer ce label. L'idée, proposer une viande abordable et d'une qualité légèrement supérieure à la moyenne pour fidéliser le consommateur. Paris réussit, mais avec la crise, c'est pas évident néanmoins. Anthony Masto, Bruno Van Wassenhoff. Il y a 12 ans, Gervais a fait le choix du label de qualité BBC, Bleu Blanc Cœur. Ces porcs sont nourris à base d'un aliment comprenant de la graine de lin riche en oméga 3, sans que ça ne lui coûte plus cher pour autant. Le surcoût alimentaire est pris en charge par le groupement, qui lui valorise la viande après derrière. Et après, nous, on a une ristourne par porc bien classée, on va dire, en Bleu Blanc Cœur. Ce choix lui permet de gagner 2 centimes supplémentaires par kilo de porc. Pas grand-chose, mais en ces temps de crise, ce qui est pris est pris. On cherche toujours les petites choses qui fait qu'on va se rapprocher le plus possible du coût de production, du coût d'équilibre. Mais bon, c'est vrai que c'est loin de couvrir toutes nos charges. Pour être à l'équilibre, Gervais devrait vendre son porc à 1,45 € le kilo. Cette semaine, le cours était seulement à 1,25 €. Contre des prix si bas, son label Bleu Blanc Cœur ne peut pas grand-chose, si ce n'est amortir un peu la crise. Pour l'abatteur, qui achète les porcs de Gervais, les marges de manœuvre aussi sont serrées, car le porc n'est pas très rémunérateur. Acheter au-dessus du marché est donc un peu compliqué. Au final, il nous reste en général 1 à 2 centimes du kilo en fin d'année. 4-5 centimes de plus ? Malgré tout, cet abattoir a fait le choix d'acheter une viande de qualité supérieure, car pour lui aussi c'est une assurance. Logiquement, un Allemand ne va pas pouvoir faire du BBC, nous livrer du BBC à notre porte demain matin. Voilà. Donc c'est un moyen de différencier, de défendre le produit français, mais il faut qu'en face de ce patriotisme économique, il faut qu'il y ait une réelle valeur ajoutée pour le consommateur final, parce qu'au final, de toute façon, c'est toujours le consommateur qui doit payer. Ce jour-là, les longes de porc labellisées Bleu Blanc Cœur sortiront de l'abattoir à 2,60 € le kilo. Direction, les entreprises Fantou, PME de 30 salariés. Ici, on transforme, et là aussi, on s'appuie sur une image de produit de qualité. Si j'étais parti sur une production de masse étant plus petit que certains industriels, aujourd'hui, ça aurait été très difficile pour moi. Donc, je suis toujours là, je ne dis pas que c'est facile, mais au moins, je suis toujours là. Le kilo de côte de porc issu des longes, arrivé un peu plus tôt, sera vendu 6,60 € le kilo au distributeur. Juste de quoi payer les salaires et les coûts, dit Fantou. Après, le distributeur ajoutera, lui, en moyenne, 25% au prix du produit. Voilà, fragile équilibre. Alors, moi, la question qui me vient, c'est qui s'en sort finalement fort bien parmi les agriculteurs, les bio ? Disons que les bio, parce qu'ils sont sur un marché assez en croissance rapide et sur un petit marché. Demain, si l'augmentation de la collecte en bio n'est pas plus encadrée, on peut se retrouver dans la même situation que des agriculteurs en conventionnel. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le même commerce. Il faut un commerce régulé où l'offre et la demande sont en adéquation. Donc c'est vrai que c'est un commerce, pour l'instant, qui effectivement est beaucoup plus facile, mais aussi parce qu'il est encadré. Selon AgroBio Bretagne, notre région est la 7e région française en nombre de fermes bio, plus de 70 000 hectares bio désormais, et les conversions en bio progressent. Didier, l'avenir du bio, il est forcément lié à l'avenir des filières standards tournées vers l'export ? Tout à fait, parce que tout comme les... En structure conventionnelle, on est concurrencé par d'autres pays d'Europe, aujourd'hui sur le marché français, je parle bien sur le marché français, mais tout autant pour le bio. On a trouvé il y a quelque temps des camions de porc bio qui arrivaient d'Hollande, d'Allemagne, et demain, si le marché est porteur
d'autres pays, s'ils ont des capacités à le faire plus facilement ou moins coûteusement que nous, ces pays-là produiront et dameront le pion du marché bio français. On parle du bio, mais je voudrais votre point de vue, Alexandre, pour ce qui relève des productions majoritaires de notre région, des productions dites standards. Est-ce qu'il y a véritablement un virage qui a été pris dans les années 2000 dans la manière de produire, moins de pesticides, moins d'antibiotiques, moins de... Certains diront que c'est pas assez, mais de toute façon, par exemple les pesticides, les agriculteurs, la première chose, c'est que c'est une charge pour eux. Donc ils vont d'abord essayer de réduire cette charge-là. Après, donc c'est pour ça qu'il y a plein de démarches qui essayent de proposer des produits, par exemple sur les porcs avec moins d'antibiotiques, donc essayer de moins de pesticides, différents. Donc là, le blanc-cœur avec d'autres sources de protéines, etc. Et jusqu'à la démarche bio. Donc tout ça, c'est très très bien et c'est même quelque part soutenu aussi par la France et par l'Europe. Et c'est tout à fait logique parce qu'ils ont ce qu'on appelle des impacts sur l'environnement nettement plus positifs que l'agriculture conventionnelle. Ceci dit, il n'empêche, et les deux agriculteurs avec moi en conviennent, c'est que ça reste un marché aussi, quoi. Donc avec toutes ces difficultés, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la filière bio lait marche, notamment parce qu'il y a une demande allemande. Et pourquoi ? Parce que les Allemands en font relativement moins, parce qu'eux, ils ont soutenu plus, je dirais, l'agriculture conventionnelle avec leurs méthaniseurs. En 2009, le lait bio avait baissé, le prix du lait bio avait baissé un peu comme le lait conventionnel. Donc il y a quand même des défis aussi pour la filière biologique. Aujourd'hui, ok, très bien, ça marche, mais comme vous l'avez très bien dit, on n'est surtout pas sûr que dans 2 ans, il n'y a pas aussi, si les rythmes de conversion va plus vite que le rythme d'augmentation de la demande, parce qu'elle est là quand même la demande, eh bien ça peut baisser aussi. Des défis, un rythme de conversion en bio qui s'accélère, mais sans parler du bio, eh bien il se passe quelque chose. On va aller voir sur une exploitation d'agriculteurs, des agriculteurs qui viennent de décider de revoir un peu leurs pratiques. Regardez. Jeunes agriculteurs, Charlotte et Christophe Mélier sont installés depuis 2011 sur 43 hectares. Ils ont subi de plein fouet la dégringolade de 2015 avec un manque à gagner de 25 000 €. Alors les 2 jeunes éleveurs, plutôt qu'entrer dans l'engrenage de l'endettement pour maintenir la marge, ont choisi d'investir beaucoup moins pour produire un peu moins. Ce sera désormais plus d'herbe et moins de fourrage coûteux, ce qui réduira physiologiquement la production laitière de chaque vache. Concrètement, on va donner moins de soja à nos vaches. On va faire moins de maïs, moins de quantité de maïs sur notre ferme. Donc ça veut dire qu'on passe par exemple nous de 17 hectares à 9 hectares de maïs. Donc c'est autant d'argent d'économiser. Et on va surtout exploiter au maximum toutes les surfaces en herbe en faisant pâturer nos vaches au maximum. Et parce qu'ils ont ainsi repris la main pour décider seuls du fonctionnement de leur exploitation, Charlotte et Christophe estiment aussi avoir retrouvé leur fierté d'agriculteurs. C'est déjà une victoire en attendant des temps et des prix meilleurs. Didier, je voudrais votre réaction. C'est un peu la tendance aussi aujourd'hui des agriculteurs qui essaient de moins dépendre des fournisseurs d'aliments. Moins dépendre des fournisseurs d'aliments, mais ce qu'il faut savoir que demain, si on enlève tout le hors-sol de Bretagne, par exemple, ça va être compliqué en termes d'emploi aussi en Bretagne, parce qu'une partie des volumes ne sont pas liés au sol, sont plutôt hors sol, avec aujourd'hui des problèmes environnementaux qui pour nous ont été réglés de façon conséquente, et à chaque restructuration s'améliore. Si demain il faut ne plus produire qu'en fonction de la capacité du sol, vous enlevez 2 tiers de la production pratiquement. Dominique Rollo ? Alors, je trouve que ce qui est le plus intéressant dans le reportage, c'est la phrase de la fin. On a retrouvé notre fierté parce qu'on est plus indépendant. Et je crois que les paysans, quand ils s'installent, c'est effectivement dans une logique d'avoir un boulot où ils sont maîtres de leur destin. En même temps, je pense que tous les agriculteurs bretons sont fiers de faire leur boulot. Oui, mais de plus en plus, ils ne sont pas maîtres de leur destin. C'est justement la cause de la crise aujourd'hui, où les agriculteurs sont empêtrés par rapport à un prix qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, par rapport à des investissements qu'ils ont faits, par rapport à tout un environnement agricole aussi, où on les a formatés. Il faut quand même savoir que l'agriculture bretonne est quand même très dépendante aussi de la formation initiale que l'on a dans les écoles d'agriculture. Et je crois que, je reviens à dire, ce n'est pas la taille d'une ferme qui fait son revenu, c'est sa capacité de résistance et sa capacité d'indépendance et d'autonomie. Est-ce que, Alexandre, on parle des pratiques, mais aussi dans les circuits, j'allais dire des pistes à revoir. On en parlait au début de l'émission, revenir un peu sur le territoire, repenser les filières pour d'abord le territoire breton.
Oui, de toute façon, par exemple, quand on est justement à côté de Rennes, il y a eu une demande ici, et donc les gens, forcément, il y a une demande pour le local et le bio notamment, et tous les acteurs économiques essayent de répondre à ça. Même les conventionnels, les plus grandes, je dirais, les plus grands producteurs de bio, transformateurs plutôt de bio, ce sont quand même des entreprises conventionnelles, nos coopératives standards. À partir du moment qu'il y a un marché où le surcoût lié à faire ce produit-là est compensé par le prix, la prime de prix que j'ai, forcément, tous les acteurs y vont, quoi. Et donc, c'est pareil pour les distributeurs. Essayent de dire, moi, j'ai recruté, j'ai acheté une matière première locale, et ils mettent ça sur leurs étals parce qu'il y a de la marge à faire, quoi. Donc ça, j'ai envie de dire, les acteurs économiques savent répondre aux incitations du marché qui sont données par les consommateurs. Maintenant, est-ce que la puissance publique doit aller plus loin, doit accompagner? Et donc c'est là que je rejoins qu'il y a un effort à faire sur le long terme d'accompagner les jeunes à maîtriser ces techniques-là qui sont un petit peu plus compliquées que la chimie. Parce que la chimie, il y a beaucoup d'inconvénients, c'est cher, mais il y a beaucoup d'avantages, c'est que c'est simple. Donc se passer de la chimie quelque part, c'est remettre des processus agronomiques, c'est faire des rotations, c'est d'être un petit peu plus long, tout ça. Et donc ça, c'est sûr qu'il y a besoin de formation agricole par rapport à ça. Et encore une fois, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à partir du moment que si on fait par exemple ces agricultures qui quelque part polluent moins, je suis d'accord avec vous qu'il y a eu des progrès, mais c'est parce que avant il y avait eu quand même un petit peu trop, quoi. C'est-à-dire qu'entre, je dirais 1980 et 2000, on a produit plus, mais on a pollué un petit peu plus aussi. Donc depuis, c'était normal qu'on baisse la pollution. Et donc à partir du moment qu'il y a ces nouvelles formes d'agriculture qui ont moins d'impact sur l'environnement, tout le monde en bénéficie. Tout le monde est content d'avoir une eau qui n'a pas été traitée, donc le coût moins fort, à boire, quoi. Anne Kropotkin va venir de ce pas nous rejoindre sur le plateau pour parler d'agriculture durable. Anne, qui est chargée de la radio-université Bretagne Noire, bonjour. Vous vous êtes intéressée aux travaux de l'agronome et sociologue de Rennes, Catherine Darrault. Oui, donc Catherine Darrault, ses recherches portent sur ce que l'on appelle les systèmes alimentaires territorialisés. Pour dire les choses plus simplement, Catherine Darrault regarde comment la société se réapproprie l'alimentation à l'échelle locale, comment les producteurs et les consommateurs se rapprochent. Les circuits courts ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Un des points importants est d'arriver à réconcilier la ville et la campagne sur la question de l'approvisionnement alimentaire. Et vous avez un exemple concret à Rennes? En effet, car Catherine Darrault et ses étudiants d'Agrocampus ont évalué la capacité de Rennes à subvenir à ses besoins à partir des ressources locales. Cette étude prospective, intitulée Rennes, ville vivrière, trouve sa continuité dans un projet beaucoup plus vaste, piloté par Catherine Darrault dans le Grand Ouest, notamment à Rennes et à Lorient. Il s'agit donc du programme Frugal, formes urbaines et gouvernance alimentaire. En quoi ces recherches précisément nous éclairent sur la crise agricole actuelle? Je dirais que le débat est sans doute trop souvent cantonné à une confrontation entre deux visions opposées de l'agriculture et de l'alimentation. Les travaux de chercheurs comme Catherine Darrault ont le mérite de se pencher sur les enjeux d'une reconnexion entre alimentation, production, consommation à l'échelle locale. Ils replacent également le citoyen au cœur du problème. C'est une des voies parmi d'autres pour sortir de la crise que nous vivons. Merci Anne. Didier, globalement, les gens, on a tendance à avoir une vision que vous trouvez manichéenne. Il y a le grand système et puis qui va sur les marchés extérieurs et puis les marchés territoriaux, bio, circuits courts ou sans intermédiaire. Je pense que grosso modo, il n'y a quand même pas des différences énormes en termes de qualité entre les produits. Après, il y a des marchés différents, il y a des techniques de production différentes. Je pense qu'en termes de qualité, en France, on est arrivé pratiquement à des excellences, que ce soit en bio, que ce soit en conventionnel. Je pense qu'il ne faut pas opposer les agricultures. Et tout à l'heure, on l'a dit, et tout le monde l'a dit, c'est une question de marché. Il faut savoir répondre au marché. Et que l'on soit à Brest ou à Strasbourg, il faut qu'on puisse produire de la même façon, pas de la même façon, mais qu'on ait les mêmes règles
Et au-delà de Strasbourg, il faut aussi qu'on ait les mêmes règles. Et en dessous de Bayonne, il faut aussi qu'on ait les mêmes règles pour que tout le monde puisse s'en sortir. Et vous êtes sensible à cette chronique de Anne, à ce monde de chercheurs finalement qui est foisonnant et qui est en train de chercher des pistes pour améliorer, nous faire avancer vers l'avenir? Je pense que c'est important, mais la piste des circuits courts, et c'est un petit peu l'étiquetage qu'on demande pour que les produits fassent le moins de kilomètres possible, et notamment dans les restaurations collectives, qu'on retrouve des produits plutôt français que plutôt des produits espagnols ou des produits argentins en viande bovine dans nos collectivités. Et pour nos enfants, je pense que c'est important de retrouver de la viande française dans nos cantines pour nos enfants. Est-ce que la recherche, messieurs, est aussi un gage d'avenir et de bel avenir pour la Bretagne? Je crois que l'initiative qui est faite sur Rennes, ce qu'elle a d'intéressant, c'est de voir comment une ville de 200 000 habitants puisse trouver son alimentation autour de chez elle. Donc je crois que c'était, en théorie, pour se mélanger les méninges un petit peu, c'est intéressant. Par contre, à côté de ça, au niveau de l'agriculture bretonne, peut-être pour se réconcilier vraiment avec tous les citoyens, c'est d'arriver à faire ce contrat, un contrat moral qui arrive à dire tous les efforts que l'agriculture bretonne a fait sur l'environnement, qu'elle a fait, comment dirais-je, pour occuper le territoire, et qui a toute cette capacité d'employer des gens pour faire la transformation des produits. Comment on pourrait avoir un contrat moral pour que, effectivement, nous, en tant que paysans bretons, on arrive à donner envie à nos citoyens d'acheter. On va regarder un petit dessin que Loïc nous a fait sur les circuits courts. Voilà, on voit la fermière rennaise, coucou de Rennes, et le gourmand rennais. Votre réaction, Alexandre, à ce dessin de Loïc? Vous le voyez? C'est une dame qui... Ah oui, non, vous ne le voyez pas. Didier, vous l'avez vu, la dame qui course la poule, voilà, c'est ça le circuit court avec le sourire. C'est un petit peu différent. Je pense que le circuit court, il est de quelques kilomètres, mais à quelques mètres ou à quelques centimètres du couteau de la ménagère rennaise, c'est un petit peu compliqué. S'il y a que le poulet qui se fait plumer, c'est très bien. Alexandre, je me tourne vers vous. Au moment où on parle d'avenir, et au moment où nous parlons, il y a l'avenir de plein d'exploitations qui est en train de se jouer. Qu'est-ce qui va faire dans les prochains mois, bien que certains, non sans difficulté, vont passer le cap et d'autres pas? Les signaux qui sont disponibles pour l'instant ne sont quand même pas réjouissants. C'est-à-dire que dans la filière porcine, la situation est quand même très difficile, pour ne pas dire plus, et on n'attend pas de recul massif de la production européenne. On a des signaux comme quoi ça commence à reculer un peu dans les pays du Nord, mais dans les pays du Sud de l'Espagne, ça continue à accélérer. Donc, comment le prix peut augmenter tout de suite, c'est pas évident. Dans la filière laitière, c'est pareil, c'est même pire. Donc, mais encore une fois, la filière laitière est en crise depuis plus récemment. La capacité de résistance en lait est nettement plus importante que dans la filière porcine. Dans la filière porcine, on ne sait pas du tout combien de gens vont rester d'ici les 6 mois. Là. Et cette émission arrivant à son terme, je m'adresse aux deux responsables syndicaux que vous êtes. Didier, qu'est-ce que vous souhaitez dire à ces agriculteurs qui nous regardent, qui sont en grande difficulté aujourd'hui? Je pense que quand même, depuis quelque temps, nous avons manifesté notre mécontentement, nous avons eu des revendications, on a quand même eu des avancées, même si pour l'urgence, elles ne sont pas là tout de suite. Je pense que l'année dernière, les manifestations ont porté quand même le prix du porc à 1,40 €, ce qui a permis à beaucoup d'éleveurs de pouvoir continuer. Et aujourd'hui, la redescente des prix pose question pour cette année. On est en train d'essayer de mettre en place le fonds de solidarité avec la grande distribution et les industriels de la viande porcine. Mais il faut que ça aille très vite. Enfin, vite, c'est quoi? C'est une histoire d'un mois, 2 mois? Là, il faut que ça aille vite. Exactement, avant 2 mois. Parce que je sais que mes collègues m'appellent, ils me disent il faut que ça vienne très très vite parce qu'on a besoin, on ne sait plus où trouver de la trésorerie, on ne sait plus où trouver de l'argent pour continuer à payer nos factures. Et on le sait très très bien, mais je pense qu'on a été capable de faire des choses depuis 1 an et demi, 2 ans. On voit des dossiers, l'étiquetage, on voit que c'est rendu au niveau européen. On voit qu'il y a des choses qui avancent. Il faut garder espoir. Il ne faut surtout pas se laisser aller. On a besoin, et je pense qu'ensemble, et je pense que ça dépasse
aussi bien les étiquettes politiques, comme on a eu le rassemblement à l'Oudéac de l'ensemble des élus, et les étiquettes aussi syndicales. On va demander à Dominique. Il faut qu'on se rassemble tous pour discuter de l'avenir de la Bretagne. Dominique, il nous reste quelques secondes. Oui, l'année 2016 va être certainement très difficile pour la production porcine et la production laitière, parce que d'une part, les mesures qui ont été mises au niveau de la trésorerie sont pas suffisantes, et surtout elles ne sont pas ciblées sur ceux qui en auraient vraiment besoin. Et puis, il n'y a aucune visibilité à moyen terme. Et sur la régulation, si on n'avance pas, ça va être terrible. Alors qu'il y a des mécanismes qui pourraient se mettre en place facilement. On a d'autant plus un ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui a été député européen très longtemps et qui connaît très bien les rouages et qui certainement devrait avoir des alliés. Et je ne sais pas, pour l'instant, ça ne le cherche pas. Mais si on veut déclarer le modèle français d'utilité publique, le modèle des paysans français d'utilité publique, je pense que le modèle familial français a encore des chances par rapport aux autres modèles qu'on peut voir en Europe, mais à condition peut-être de taper du poing sur la table. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau, et on pense très fort bien sûr à tous les agriculteurs de Bretagne qui sont en difficulté aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est d'emploi dont il sera question dans HD l'heure du débat. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, #Heure du débat, et le Facebook de France 3 Bretagne si vous souhaitez d'ores et déjà réagir à cette thématique de l'emploi. Très bon week-end et place à votre journal de la mi-journée.